Quand on compare quelque chose à des excréments, c'est rarement un compliment. Peu importe de quoi on parle, quand on y appose le qualificatif de merde, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais pour nos invités d'aujourd'hui, le contenu de nos intestins, c'est une véritable mine d'or, ou à tout le moins une ressource très intéressante à exploiter. Bienvenue à un tout nouvel épisode de la série Décoder le monde, co-organisé par le Musée de la civilisation et les fonds de recherche du Québec. Je vous promets qu'on va avoir une discussion de merde et je vous assure aussi que c'est pas une insulte à cette discussion-là. Je vous présente nos trois invités. Catherine Bourgault, bonjour. Bonjour. Vous êtes détentrice d'un doctorat en génie des eaux de l'Université Laval et votre thèse de doctorat, elle portait sur la caractérisation et la quantification des boues fécales issues de l'assainissement autonome. Qu'est-ce que c'est l'assainissement autonome? Mais en fait, c'est tout simple, c'est l'assainissement qui n'est pas raccordé à un système d'égout. Donc, on va penser par exemple à la fosse septique ici au Québec, qu'on doit vidanger, transporter, traiter, idéalement revaloriser. D'accord, puis on imagine qu'il y a des particularités, donc c'est pas du tout la même chose qu'avec un gros système d'égout. On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir. Et vous avez aussi participé à plusieurs projets d'assainissement dans toutes sortes de pays à travers le monde, c'est ça? Oui, j'ai eu la chance de voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parfait. Céline Vanicote, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure au département de génie chimique de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en récupération des ressources et ingénierie des bioproduits. Quand on parle de récupération des ressources ici, on parle de quel genre de ressources? On peut parler, par exemple, de récupération des nutriments, récupération d'énergie, par exemple, à partir des matières résiduelles, donc des matières fécales ou des eaux usées ou de l'urine. Parfait. Et Simon Barnabé, bonjour. Allô. Vous êtes professeur au département de chimie, biochimie et physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire aussi d'une chaire de recherche, la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Vous avez travaillé sur toutes sortes de projets de valorisation des boues d'épuration municipale. Et vous, votre projet de doctorat mettait l'accent sur le pré-traitement des boues pour révéler leur plein potentiel nutritif. Oui, c'est bien vrai. Potentiel nutritif. Oui, tout à fait. Nutritif, vraiment. J'accroche sur l'adjectif. Vous savez, dans les boues, il y a des matières organiques. Chacune de ces matières organiques-là, c'est une source potentielle de nutriments. Carbone, azote, phosphore. Puis ça, il y a plein de micro-organismes industriels qui aiment ça. Fait que l'idée, c'était de fournir un substrat de fermentation pour ces micro-organismes-là. Mais c'est à cause que la matière organique dans les matières fécales est complexe. Il fallait la simplifier, la rendre plus disponible. C'est pour ça que je faisais des pré-traitements. Que je dévoilais leur potentiel nutritif. On aura sûrement l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ces techniques-là. Chose certaine, vous avez tous un point en commun, c'est que vous mettez à profit vos connaissances pour permettre une meilleure valorisation des matières fécales. Mais on s'entend, aux yeux de pas mal tout le monde, ce qui se retrouve dans les toilettes, essentiellement, on parle de déchets ici, un ramassis de tout ce que notre corps n'a pas pu utiliser. Donc, je vous demanderais peut-être à tour de rôle de nous convaincre en quelques mots, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Bon. Qui se lance? Moi, déjà, je vous l'ai dit, parce que tantôt, vous parlez des ressources. Moi, j'appelle ça pas des déchets, mais des ressources. D'accord. Parce qu'il y a de l'intéressant là-dedans, il y a des matières organiques, il y a des nutriments, puis ces matières-là, on peut aller récupérer, là. Mais si on y allait, en fait, je vais revenir sur l'aspect intéressant, mais à un niveau très, très, très fondamental. Si on faisait l'anatomie de notre sujet du jour, il y a quoi là-dedans? On dit que ce ne sont pas des déchets, chose qu'on pense spontanément, mais encore, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a parlé de micro-organismes, quoi d'autre? En fait, nous, on mange de la nourriture, puis on la digère, mais on digère pas... notre corps prend pas tous les nutriments qu'il y a, donc on en rejette aussi. Donc, il reste de la matière carbonée qu'on peut, par exemple, revaloriser pour faire du biométhane, de l'énergie, de l'électricité. Donc, il y a encore qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture n'est pas nécessairement tout pris par le corps, donc on en rejette une bonne partie aussi. Donc, c'est cette valeur-là qu'on peut revaloriser. Puis moi, je rajouterais aussi qu'on est, 7 milliards, même rendu 8 milliards, qu'il y a de personnes qui vont aux toilettes tous les jours. Donc, imaginez la quantité de ressources toutes les choses qu'on peut faire avec ça. Donc, conscient, c'est que c'est pas parce que notre corps l'utilise pas qu'on peut pas l'utiliser. Exactement. Ça résume pas mal. Oui, ça résume bien. Et là, si on parle de matière organique, mais aussi, par exemple, protéines. Donc, ça, c'est alors l'azote, c'est les lipides, et ça, c'est le phosphore qu'on excrète beaucoup, là.
Donc, en fait, une bonne fraction de l'azote et de phosphore qu'on mange, là, on excrète de nouveau aussi dans l'urine. Donc, là, on a tout avantage de récupérer, oui. Et avez-vous quelques exemples très concrets, peut-être, de ce qu'on peut faire avec ça? Parce que tout le monde va penser spontanément, évidemment, bon, le fumier, mais apparemment qu'il y a un paquet d'autres choses qu'on peut faire avec nos matières fécales. Oui, on fait même des boucles d'oreilles maintenant. Sérieusement? Oui, des boucles d'oreilles? Oui, à partir du cellulose là, qu'on peut aller récupérer. Mais en tout cas, un procédé standard, ça serait qu'on applique maintenant souvent, c'est la biométhanisation. Là. C'est-à-dire? C'est un procédé donc sous conditions anaérobiques, donc sans oxygène. Et là, les micro-organismes, ils font en fait manger ce qui reste là, puis le convertir. En fait, une partie, ils l'utilisent pour grandir, mais une autre partie, ils vont convertir en biogaz. Donc, c'est majoritairement du méthane qu'on peut par la suite valoriser, soit comme énergie ou injecter dans le réseau de gaz naturel ou même faire des carburants. Puis, ce qui reste encore, il reste encore une soupe. Et là, c'est le digestat, mais là, les nutriments, en fait, ils sont minéralisés. Ils sont sous une forme biodisponible, donc un peu comme Simon disait tantôt, rendu plus nutritif, mettons, pour aller extraire, en fait, les nutriments après. Donc, après la digestion, on peut aller extraire encore d'autres produits. Donc, on produit des engrais. Ça peut être des engrais organiques, mais aussi des engrais comme des composts, par exemple, ou des engrais minéraux qui peuvent même remplacer les engrais synthétiques. Mais là aussi, il y a d'autres choses qu'on commence à regarder. Nous, dans notre équipe, par exemple, on commence à regarder pour récupérer le phosphore pour insérer dans des batteries, dans des électrodes de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. Oui. Parce que le phosphore, c'est partout, c'est dans le cellulaire aussi. Là, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui, on peut même fabriquer des micro-organismes industriels. Les micro-organismes industriels, généralement, tu as une recette. C'est de l'eau avec plein d'ingrédients, mais les bouts peuvent servir de milieu de culture. Fait qu'on peut fabriquer, par exemple, des bioplastiques bactériens. Okay. Oui, il y a des bactéries, leur graisse, c'est l'équivalent de nos graisses. Là. Ça a des propriétés plastiques. Attendez, je ne suis pas certaine de comprendre. Oui, on peut faire des plastiques. On prend la matière fécale. Ouais. Comment on aboutit au plastique au bout de tout ça? C'est qu'on la donne en nourriture à la bactérie qui fabrique le plastique. Ah, d'accord. OK. Parfait. Elle fabrique le plastique. Ensuite, tu l'extrais d'elle, puis tu en fais des bioplastiques. Et là, on est dans un mode super futuriste science-fiction où ce sont des choses qui se font aujourd'hui et pour vous, c'est presque banal. Ça se fait à l'échelle de laboratoire, à l'échelle pilote. C'est toujours difficile de rentabiliser les procédés. Puis nous, on travaille beaucoup là-dessus, à réduire les coûts de production, les coûts de ci, de ça. Puis, mais si on parle de biogaz, bio-engrais, puis tout ça, ça se passe à pleine échelle. Là. Ça, c'est assez commun maintenant. Là, oui. Ouais. Même ici, à la Ville de Québec, on est en train de construire une usine comme ça. Là, donc, les exemples que je donnais, c'est des produits à plus haute valeur ajoutée. Un peu plus difficile à fabriquer, mais éventuellement, ça va se faire. Et ce serait quoi le principal obstacle à cette rentabilisation-là des applications un peu plus atypiques, disons? Oh, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. Il y en a un, c'est entre autres la variabilité saisonnière des bouts. Habituellement, ces procédés-là aiment ça avoir une matière première, disons, homogène, qui ne change pas d'une expérience à l'autre. Ça, c'est un des défis. Là. Les micro-organismes aiment ça quand on leur donne des choses constantes à manger. Standardisation. OK. Entre autres. Puis, je pense aussi à la qualité des produits à atteindre, là, parce que là, tu parles de produits à plus haute valeur, mais là, la qualité, ça doit être aussi plus... c'est précis, là. Donc, la pureté doit être plus stable aussi. Donc, c'est un défi de partir après avec un mélange, là, avec plein de choses dedans, puis avec la variabilité, puis tout, d'arriver à la fin, donc, avec des produits stables et avec un certain degré de pureté. Donc, ça aussi, c'est un défi. Puis, les réglementations viennent avec aussi. Par exemple, même pour les engrais, là, donc, il y a des réglementations quand même assez strictes par la suite pour les appliquer sur les terrains agricoles. Donc, on veut généralement les faire certifier et donc atteindre ces réglementations-là aussi. Là. Au niveau de la revalorisation pour les pays en voie de développement plus, là, la biométhanisation puis le bioplastique, c'est des choses qu'on voit plus dans les pays développés. Quoique la biométhanisation, on la voit aussi beaucoup dans les pays en voie de développement. Mais il y a d'autres produits qui peuvent être vus, par exemple, comme de faire un combustible, donc un charbon, qui va être fait à partir de la matière fécale. Donc, on peut penser l'intérêt dans un pays où il n'y a pas,
zones reculées où il n'y a pas accès à l'électricité, où les gens doivent encore utiliser le bois pour cuisiner. Donc, de produire un charbon qui est fait à partir de matière fécale. Donc, c'est un avantage là, pour limiter la déforestation puis tous les inconvénients qui peuvent venir. Et ça, il y a peut-être quelque chose d'important à comprendre ici, et c'est une de vos spécialités, Catherine, c'est que si on ne se rend même pas à penser à revaloriser, la simple gestion des matières fécales, c'est pas du tout la même chose dans les pays développés et dans les pays non développés. On parle de deux mondes complètement différents. Oui, c'est vraiment complètement différent dans le sens qu'ici, au Québec, on a la chance d'avoir des toilettes qui utilisent l'eau, donc des toilettes à flush, où on va aller faire nos besoins. Puis bon, après ça, on n'a plus à se poser la question parce que c'est tout ramené par un système d'égout, ça s'en va à la station de traitement, puis donc c'est pris en charge. Donc c'est traité, puis ça peut être rejeté dans l'environnement sans danger pour la santé publique et l'environnement. Alors que dans les pays en voie de développement, où on a jusqu'à 95% de l'assainissement autonome, c'est-à-dire que les villes ne seront pas raccordées à un système d'égout. Donc, on va avoir des systèmes qui vont accumuler la matière fécale, mais une fois que c'est plein, on doit la vidanger. On doit idéalement la transporter dans une station de traitement qui soit fonctionnelle. Donc, ça doit exister. Donc, il doit y avoir une place pour traiter ces bouts-là. Puis après ça, bien, idéalement, c'est pas considéré comme un déchet, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la revaloriser à ce moment-là, ou avant de pouvoir pas simplement la disposer sans danger pour l'environnement, mais créer une ressource. Ça devient presque... Cette revalorisation-là, dans un contexte comme celui-là, elle est d'autant importante, c'est ça? Oui, mais moi, je vois aussi ça comme un avantage parce qu'on peut éviter de refaire les erreurs qu'on a faites ici. Les erreurs dans le sens qu'on peut, on peut penser autrement à l'assainissement, puis justement essayer de voir qu'il y a un moyen de revaloriser déjà, de mettre en place des procédés de revalorisation déjà dans le modèle de l'assainissement d'une ville. Donc, c'est un avantage aussi. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Et une question peut-être un peu bête, mais je suis quand même pas mal certaine qu'il y a plusieurs personnes qui se la posent. Évidemment, une des caractéristiques des excréments, c'est l'odeur. Donc, d'une part, d'où elle vient, cette odeur-là? Et est-ce que c'est difficile de la faire disparaître dans les procédés de transformation? Bien, c'est l'odeur vient en partie des composés soufrés qu'on peut retrouver dedans. Mais dites-vous qu'une fois qu'on la traite, cette eau usée-là, et ce qui en ressort, surtout au niveau des matières solides, ça pue la même odeur. Okay? Ça a une odeur différente. Ça sent pas très bon, mais ça n'a pas une odeur désagréable. On s'y habitue. Pour les produits finaux, par exemple, si on parle d'engrais, là, il y a quand même des réglementations pour des odeurs. Donc, oui, faut les respecter. Donc, mais ça, de l'engrais, soufré, il y a l'ammoniac aussi qui peut sentir, là, mais l'ammoniac, on peut, par exemple, déjà, on a des procédés qui vont cristalliser l'ammoniac, en fait, pour avoir des belles granules qu'on peut valoriser comme ça, comme engrais, en fait. Donc, oui, on essaie avec nos procédés de vraiment respecter, en tout cas, qu'il n'y a pas d'odeur. Là, ouais. Parce que de l'engrais ou du fumier, on peut s'attendre à ce que ça sente un peu. Mais disons, un produit plus sophistiqué comme les boucles d'oreilles dont vous nous parliez un peu plus tôt. Ça sent plus rien. Ça sent plus rien. Mais même, ce qu'on peut se demander, c'est que c'est ça, à partir du moment où on transforme la matière fécale, est-ce qu'on peut dire qu'on la transfigure littéralement? Est-ce qu'en bout de ligne, ce qu'on obtient, c'est complètement autre chose ou ça reste un dérivé de matière fécale? Comprenez-vous ma question? Oui, non, moi je pense qu'en principe, c'est quelque chose de différent. C'est que la matière organique transformée, c'est plus la même matière organique initiale. Puis il y a souvent, il y a beaucoup de cellules vivantes et mortes. Ça devient un amas de cellules, là. Puis c'est vraiment plus la matière fécale que c'était. On est ailleurs. C'est ça, on est ailleurs. Ouais, absolument d'accord. Mais ça, c'est un peu un défi dans les réglementations, là, parce qu'il faut prouver que ce n'est plus une matière fécale ou aussi pour l'acceptation sociale. Là, on parle souvent de l'assiette, de la toilette à l'assiette. De la toilette à l'assiette? OK, habituellement, de l'assiette à la toilette, mais là, on parle de... Ouais, c'est une boucle qui est fermée. Oui. Donc, mais l'acceptation sociale aussi, si on utilise, par exemple, des engrais par la suite pour produire des aliments, mais tu sais... Mais comme on dit, on a des normes à respecter. OK. Puis quand on les respecte, généralement, faut plus le considérer comme... c'est sans danger pour l'être humain. Mais par exemple, quelles sont ces normes-là? Si on voulait convaincre les gens là, que, justement, si...
si on extrait, je ne sais pas moi, des nutriments de la matière fécale et que ces nutriments se retrouvent éventuellement dans notre assiette? On ne veut surtout pas les coliformes fécaux-totaux. Ça, c'est les pathogènes initiales qu'il y a dans les micro-organismes méchants qu'il y a initialement. Donc ça, c'est tolérance zéro, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Okay. Ensuite, il y a les métaux. Il peut y avoir des métaux qui peuvent être toxiques pour l'environnement ou l'être humain. Et ça aussi, on a des réglementations à suivre à ce niveau-là. Il en faut le moins possible. OK. Puis il y a des odeurs aussi dans la réglementation. Hein. Les odeurs se trouvent là aussi. Puis les corps étrangers, ça aussi, c'est un aspect qui est mentionné dans la réglementation des engrais. C'est les contaminants chimiques comme les métaux, les pathogènes, les odeurs et les corps étrangers. Et ça, est-ce que les technologies pour faire ces transformations-là, elles sont très complexes, très sophistiquées ou c'est quand même assez élémentaire comme technique? Pour le départ, pour juste transformer les matières fécales, là, on a des stations de traitement d'eau usée qui sont très performantes. Donc, c'est des bonnes technologies. Okay? Ce qui sort généralement, on veut que ça respecte les règlements dont on parlait. Là. Contaminants chimiques, contaminants microbiologiques, puis les odeurs. Donc, la matière première, c'est généralement ce qui sort d'une usine de traitement des eaux usées, c'est ça? C'est ça, oui. Parfait. Les résidus. Et on fait quoi avec? J'ai envie d'avoir une idée du genre de technologie. Je veux dire, c'est quoi? On chauffe? Qu'est-ce qu'on fait? On peut envoyer ça dans un biométhanisateur. Céline, tu peux en jaser. Ça, je l'ai expliqué tantôt, là, je crois. Là. Donc, c'est dans des réacteurs fermés, donc sans oxygène, qu'on va insérer la matière. Puis là, donc c'est des micro-organismes. Donc, c'est un procédé biologique, en fait, biochimique. Donc, c'est les micro-organismes qui font le travail, puis qui vont manger donc une partie de la matière, puis une autre partie vont transformer en biogaz. Puis ce qui reste, c'est donc une soupe de digesta là, dans laquelle on peut récupérer les nutriments et ce qui reste. Donc ces réacteurs-là, ils sont... donc on a des procédés en fait qui sont mésophiles, donc c'est comme donc température de... Bon, ça peut être 30 à 40 degrés, mettons. Puis donc on a des procédés plus thermophiles, généralement autour de 55 degrés. Donc il y a différents procédés, chacun avec leurs avantages, là. Mais on va légèrement chauffer, généralement. Puis là, par la suite, donc, pour extraire des nutriments ou pour transformer, en fait, généralement, on fait d'abord, à partir de notre digestat, on fait d'abord une séparation dans une fraction liquide et solide. Et là, les solides, donc, on va appliquer des procédés assez simples, sécher, ou donc on peut penser, on appelle ça conditionner, mais c'est comme, tu sais, aérer un petit peu comme le compostage, là, mais moins complexe. Mais donc tout ce qui est liquide se retrouve d'un côté, ce qui est solide de l'autre. Et là, le liquide, en fait, c'est là où la plupart des minéraux se trouvent, comme l'azote sous forme ammoniacale, donc les phosphates aussi qu'on peut encore récupérer. Puis là, on peut, par exemple, on va précipiter ces nutriments-là pour cristalliser, en fait, pour faire des cristaux d'engrais aussi par la suite. Donc, il y a différents types de procédés, mais ça en est quelques-uns, là. Mais sinon, à part de la biométhanisation, on a aussi le procédé de compostage qu'on pourrait appliquer. Donc, pour traiter justement les bouts des stations d'épuration des eaux usées. Et là, le compostage, la différence, donc c'est un procédé aéré, donc on va utiliser de l'oxygène et puis on va généralement aussi ajouter des copeaux de bois, par exemple, comme matériaux structurants. Mais là, la différence, c'est qu'on ne capte pas le gaz, là. Donc, le gaz, ils vont quand même vers l'atmosphère, là, le CO2, il va quand même encore vers l'atmosphère, mais c'est quand même c'est quand même un procédé durable. Mais en biométhanisation, donc c'est le méthane qu'on va produire et on va le capter et valoriser comme gaz naturel ou énergie ou autre, là. Ouais. Et est-ce que c'est possible de faire une revalorisation complète, de réutiliser 100% de ce qui se retrouve dans une toilette ou forcément, en bout de ligne, à un moment donné, après avoir fait plusieurs, il reste toujours un petit peu de déchets? C'est à cause, oui, c'est possible. C'est ce qu'on veut. Là. C'est possible. C'est ce qu'on veut, parce que là, on parlait de la biométhanisation. Après la biométhanisation, il y a encore 2 rejets. Okay? On l'appelle ça le digesta. Le digesta. Une partie solide, une partie liquide. Ça aussi, tu peux les valoriser. Dans le digesta liquide, par exemple, tu peux utiliser des microalgues pour aller se nourrir des nutriments. Après ça, tu as une biomasse algale
puis là, tu essaies de faire quelque chose avec. Mhm. Puis idéalement, on aimerait ça que ça revienne peut-être un jour dans l'assiette, là, mais... Mhm. Mais c'est ça, Ce est-ce qu'il y a une qui limite? reste par la suite, en fait, de la fraction liquide, c'est généralement de l'eau qu'on peut décharger, ou même là, on regarde pour réutiliser l'eau, en fait. Pour Donc, l'irrigation. donc on peut, en fait, on va aller chercher de récupérer tout là et de réutiliser. Après, Zéro déchet et idéalement aussi, on utilise en fait l'énergie pour, par exemple, tantôt je parlais qu'on va chauffer un petit peu le réacteur de biométhanisation, donc l'énergie qu'on produit, on pourrait l'utiliser pour chauffer. Donc idéalement, on va avoir aussi une installation en fait qui a zéro énergie, là, avec une haute efficacité énergétique, là, disons. Ouais. Je rajouterais que dans les pays en voie de développement, pour l'assainissement autonome, par exemple, on sauve une étape parce que ici, bon, quand on parle d'assainissement centralisé, c'est-à-dire que la matière fécale va se ramener dans un système d'égout, va être mélangée avec de l'eau, va être traitée dans nos stations de traitement. Puis les bouts qui vont décanter, c'est ces bouts-là qu'on va traiter. Donc, il va y avoir une séparation du liquide du solide. Puis on va parler de la matière fécale qui a plus d'eau parce que c'est mélangé avec l'eau pour ramener au système d'égout. Mhm. Quand on parle d'un assainissement autonome, souvent on utilise des toilettes sèches, donc des latrines. C'est pas mélangé avec de l'eau au départ. Donc on a une matière qui est beaucoup plus solide, donc on peut parler de 15%, donc c'est une belle boîte qu'on n'a pas besoin dans le fond, l'étape de décantation pour revaloriser les solides est pas là, en fait. Fait qu'on a une matière qui est plus fraîche, qui a souvent un peu plus de matière carbonée à l'intérieur. Donc, un potentiel différent pour revaloriser. À la limite, c'est un avantage? Ça rend la tâche un peu moins complexe? Ben, c'est un avantage et un inconvénient parce qu'il faut la transporter aussi. Souvent, on la transporte par camion, donc on peut parler aussi. Bon, ça reste quand même que ça se fait pas encore sur place. Donc, on doit la transporter. Donc, on a quand même... L'énergie doit être mise pour la transporter. Donc, on perd un peu l'avantage, là. Et à quel point il y a un décalage en matière de revalorisation, ce qui se fait concrètement aujourd'hui entre les pays développés et les pays en voie de développement? En fait, je pense que l'avantage qu'on peut avoir dans les pays en voie de développement, c'est que il n'y a pas d'eau, donc c'est un système la matière fécale est plus brute, si on veut. Puis, on va avoir peut-être un peu plus d'innovation dans le sens que... il y a des techniques qu'on ne voit pas nécessairement dans les pays développés, comme par exemple les mouches soldats noirs, qui sont des mouches qui vont manger la matière fécale, puis que à l'état larvaire, ils vont former comme des protéines. Ils vont manger la matière fécale, puis eux vont utiliser ça pour grandir, puis faire de la protéine, puis des lipides. Puis une fois qu'ils sont prêtes pour devenir mouches, ben là, on les tue malheureusement, mais on les donne à l'alimentation au bétail. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans les pays en voie de développement, qu'on ne voit pas nécessairement ici. C'est encore pas utilisé à grande échelle. C'est encore, disons, en voie de recherche, mais c'est une avenue qui peut être intéressante pour les zones rurales, par exemple, des pays en voie de développement où les gens ont beaucoup de poulaillers. Parce qu'à ce moment-là, la matière fécale n'est pas directement la source de protéines, mais sert de nourriture à des larves qui deviennent la source de protéines, c'est ça? Exactement. C'est comme si on reconstruisait les protéines pour qu'elles soient bonnes pour nous autres, pour les animaux. Puis, Et ça, pourquoi ça ne nous intéresse pas ici, par exemple? Oh, ben là, on parle encore de matière fécale. Il y a encore une perception du public qui est différente. Oui, je pense que les réglementations sont plus souples là-bas. C'est ça, on n'a pas les mêmes enjeux. On n'a pas les mêmes réglementations. Dans les pays sous-développés, il manque de ressources. Ben, il manque de ressources. Il y a un besoin plus criant, disons. C'est ça que je voulais dire. Puis aussi, les villes la majorité des gens ont accès à un système d'égout. Donc, on parle de là, il faudrait comme déjà une eau usée qu'il faudrait séparer, avoir les liquides, puis à ce moment-là, revaloriser. L'échelle n'est pas la même que dans les pays en développement où on peut prendre un petit village, que c'est plus facile à traiter, c'est plus facile à contrôler qu'une ville comme Québec, par exemple, qui serait juste pour faire la transformation avec les mouches soldats noirs, ça serait... ça pourrait être peur. Ouais. Mais à vous entendre parler, on est quand même convaincu, disons, du potentiel et même éventuellement, qui sait, d'une possibilité de tout réutiliser. Mais aujourd'hui, si on regarde ce qui se fait véritablement, je ne sais pas, est-ce que ça se chiffre en pourcentage? Si on s'intéresse tout d'abord aux pays développés, à quel point les bouts sont véritablement réutilisés? Est-ce que c'est beaucoup ou très peu?
Mais là, on simule, là, ça s'en vient comme ici au Québec, là, on a une nouvelle réglementation que les matières organiques comme les boues, mais aussi les déchets alimentaires, par exemple, ils doivent être valorisés. Donc là, graduellement, on arrive vers une valorisation totale de ces matières-là. Ouais. Le gouvernement du Québec encourage beaucoup les villes à adopter soit le compostage ou soit la biométhanisation. Il y a des programmes pour ça. Puis il y a plusieurs villes qui adoptent ces voies de valorisation-là maintenant. Ouais. OK, c'est pas mal la norme. Là. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y en est dans les pays en voie de développement? C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de défis. Je pense qu'il reste l'enjeu des gouvernements dans les pays en voie de développement de façon générale. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser, là. Il y a beaucoup de pays. Mais ça reste qu'ils doivent investir un peu plus dans la gestion des boues fécales. Souvent, c'est laissé à des ONG ou c'est laissé à des compagnies privées qui ont de la difficulté à percevoir, parce que dans le fond, ici, nous, on paye des taxes, donc on peut avoir un certain service, mais dans les pays en voie de développement où les gens peuvent vivre de 2 $ par jour, on ne peut pas leur demander de payer des taxes pour prendre en charge l'assainissement. Évidemment. Donc, il reste encore beaucoup de défis, mais il y a encore de plus en plus d'innovation, pas d'innovation, mais de gens, de compagnies, d'ONG qui s'intéressent à la revalorisation. Donc, mais j'accroche sur le mot innovation, Catherine, parce que vous l'avez aussi employé un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est un domaine où il y a beaucoup de place pour innover? Est-ce qu'on peut imaginer, dans une optique un peu plus futuriste, des techniques complètement inattendues? Oui, ben là, de plus, on en a parlé déjà un peu, là, donc surtout pour la valorisation des digestats, là, mettons, il y a plusieurs nouvelles technologies qui sont en développement là, pour faire des produits à plus haute valeur. Là. On a parlé tantôt de batteries lithium-ion, on a parlé un peu de protéines, puis tout. Donc, il y a différentes innovations en développement. Aussi, par exemple, vu qu'on a des réglementations plus strictes, mais en tout cas, ça continue aussi, les réglementations deviennent de plus en plus strictes. Puis aussi, par exemple, pour des contaminants émergents. Donc là, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est par exemple un procédé de pyrolyse qui est encore à plus haute température, qui va en fait traiter la matière donc pour vraiment complètement éliminer tout contaminant potentiel. On chauffe là, à des températures très élevées, c'est ça? On génère une genre d'huile, cette huile-là peut servir comme biocarburant. Ouais. Et ce qui reste, c'est un biochar. Et ça aussi, on peut appliquer sur le terrain agricole, en fait. Donc, il y a plusieurs technologies encore en développement. On fait des améliorations, on fait des optimisations aussi. Même pour la biométhanisation, on peut co-digérer avec d'autres matières. Donc, c'est souvent plus intéressant. Par exemple, si on mélange les boues avec des déchets alimentaires, donc ça devient plus intéressant. Pourquoi? Il y a différentes raisons, là, mais par exemple, le ratio de carbone sur azote, ça peut... en tout cas, les bactéries ont besoin... En fait, vous pouvez comparer, on a besoin de... Nous aussi, quand on mange, on a besoin d'un bon mélange de protéines, de lipides, de sucre. Puis quand on mélange plusieurs choses ensemble, souvent on atteint les meilleures recettes pour notre réacteur. C'est ça, le potentiel nutritif. Oui, le potentiel nutritif augmente. Et là, c'est... Voilà, on ajuste les nutriments en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais. Et c'est aussi beaucoup de cas par cas. Vu que les matières ici, c'est pas pareil, même ici au Québec, c'est probablement pas pareil qu'à Montréal. Donc, tu sais, c'est pas la même chose qu'on met... bon, en tout cas, ici, Québec, Montréal... En tout cas, ça devrait ressembler un petit peu, là, mais parce que les régimes alimentaires sont quand même assez semblables. Mais quand même, tu sais, ça varie. Même l'été et l'hiver, ça varie. Parce que l'été, on mange plus de légumes, mettons. Donc, c'est différent. Donc voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille comme chercheur. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de simulateurs aussi, de modélisation. Donc, on fait des modèles, en fait, pour simuler qu'est-ce qui va se passer. Si on ajoute ça dans notre réacteur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, est-ce qu'on va produire plus de gaz? Comment notre digestat il va ressembler à quoi? Donc tout ça, la modélisation. Oui, okay, c'est intéressant. numérique, oui. Sur l'ordinateur. Mais moi, j'accroche encore là, sur le potentiel nutritif. Simon, je suis désolée. C'est que, c'est parce que j'arrive pas à comprendre. Admettons, ce qui se retrouve dans la toilette,
on est d'accord, ce sont des nutriments qu'on n'a pas C'est su ça, utiliser, c'est ça. on n'a pas pu les utiliser. Ouais. Donc, en quoi toutes vos technologies ultra sophistiquées, vont les rendre utilisables, ces nutriments-là, pour mon corps? Ben, c'est à cause qu'on va les donner, par exemple, à manger à des micro-organismes qui sont gentils. Il y en a il y a des micro-organismes utiles. Là. Oui, on est plein Puis les- d'amis, on l'a Ouais, vu dans notre dernière c'est discussion. ça. Ouais. Fait qu'eux autres, là, c'est eux autres qui vont faire les produits après. Ils vont faire le méthane acélyne, par exemple. Le méthanacéline. OK? Par exemple. OK, fait Non, mais moi, que- je parle des nutriments, là. Ça va se retrouver dans notre assiette, ce qui se trouvait dans la toilette. En quoi ça a été transformé pour soudain devenir utile à mon Ben, organisme? c'est ça. Ben, on l'a dit tout à l'heure, on peut faire des protéines avec ça. Donc, c'est des Mais on a des besoin de nouvelles mouches protéines. pour ça. Oh oui, on peut faire ça avec les mouches aussi. OK. Oh oui, ça se fait. Le potentiel nutritif, pour l'instant, il est encore pour les micro-organismes qui vont faire du plastique. C'est pas le potentiel nutritif directement pour nous C'est encore. ça. OK, ça, C'est ça ça, n'existe c'est pas ça. C'est encore. ça. Il y a là. un OK. intermédiaire. Il y a un intermédiaire Il y a avant, une OK? petite confusion. Il y a un intermédiaire avant, c'est les micro-organismes. Ça peut être les insectes, ça peut être OK. les micro-algues. C'est peut pas être, encore direct. C'est pas... C'est ça. C'est OK, pas Ça c'est peut être ça. juste le potentiel Ça fait- nutritif des engrais là, qu'on Oui. qu'on prend par la suite sur les trains agricoles. Puis actuellement, d'ailleurs, on utilise, en tout cas, ces grains qu'on produise, là, avec ça, c'est pas nécessairement pour la consommation humaine, là, on n'est pas rendu là. Je comprends. OK, parfait. J'étais trop loin dans Le la projection. lien je peut-être pense. le plus direct, c'est quand on fait, par exemple, un compost ou avec la matière fécale qui va se retrouver dans les champs, Ouais. puis le compost va aider à nourrir les cultures maraîchères qui vont venir à nous. Mhm. Mais on n'est pas encore... on est loin de la loupe directe. D'accord. Mais est-ce qu'on peut un jour penser avoir une loupe directe, comme Oui, vous pourquoi, dites? pourquoi Oh, oui, mais pas? Et ça nous prend pouvoir quand même une remanger ce transformation, qu'on ça a prend- oui, c'est ça. excrété. Oui, Mais il faut faut voir que ça ça. soit appétissant. Oui. Mais OK? là, c'est l'acceptation sociale Oui. qu'on Ouais. parlait tantôt, là, qui est Et ça, important. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que Ben- comment on peut arriver à rendre cette matière première-là pas dégoûtante? Bon, ça Mais prend- c'est pas dégoûtant. En tout C'est cas, ça. c'est plus propre que des fumiers et des comme qu'on épand là, actuellement. Là, Comme le lisier souvent. de porc, par Des exemple. lisiers. C'est Je pense réglementé, ces produits-là. Donc, L'exemple qui me vient en tête, moi, c'est l'eau, par exemple, qui peut être utilisée pour de la matière fécale. Donc, il y a une vidéo assez connue sur YouTube où on voit Bill Gates qui boit un verre d'eau qui est issu de la transformation de la matière fécale. Donc, voilà, dans la matière fécale, il y a de l'eau, il y a des nutriments. Puis cette eau-là, si elle est évaporée, puis elle passe un système de traitement qu'on peut utiliser, qu'on utilise dans nos stations de traitement, où il y a des microfiltres, il y a tout le traitement imaginable qui va éliminer tous les pathogènes. Donc, à la limite, c'est de l'eau. C'est le cycle de l'eau. C'est la même chose qu'on boit en ce moment dans nos verres d'eau. Donc, c'est la même chose qu'on retrouve aussi dans la matière fécale au niveau des solides, au niveau du carbone, l'azote. C'est ces nutriments-là qui sont là, qu'on doit juste extraire pour pouvoir les réutiliser. je pense que c'est une question d'informer et de conscientiser les gens, là, parce que, mettons, le compost, c'est quand même déjà utilisé par beaucoup de monde là, pour leur jardin puis tout. Donc, c'est pas différent qu'un compost. Là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut Voilà. peut-être insister sur le tout se C'est transforme, ça. puis faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, le produit Ouais. qu'on obtient n'a rien à voir C'est avec la matière première initiale. Est-ce qu'on peut penser que dans un futur plus ou moins éloigné, pour faciliter tout ça, il ne devrait pas y avoir des petites innovations à même nos toilettes? Est-ce que c'est quelque chose... Bon, on aimerait ça, là. On aimerait bien mettre dans la cuve de la toilette, je sais pas moi, un micro-organisme qui, une fois qu'on flush la toilette, va Il mange. transformer notre matière fécale en quelque chose d'utile qu'on pourrait utiliser à la maison. Mais est-ce que ça se peut, ça? Ben, on aimerait ça dans le futur. Ben, là. Mais il y a au-delà déjà- on il y a aimerait déjà ça cette, scientifiquement, ça... Il y a déjà des toilettes sèches là, dans lesquelles en fait on fait notre chose là, puis en bas il y a comme un réservoir pour faire le compostage. Donc ça existe déjà, là, Déjà. on commence à le voir. Puis c'est plus durable, non seulement parce qu'on produit en fait un engrais, mais aussi parce qu'on n'utilise pas de l'eau. Parce que tantôt, on disait en pays en développement, on n'utilise pas de l'eau, mais l'eau devient un enjeu un peu partout dans le monde. Là, l'eau, donc, si on n'a pas besoin d'eau, donc on ne dilue pas, puis on peut donc récupérer nos engrais comme ça. On commence par le compostage, là, mais éventuellement, dans ce compostage-là, ben, on peut mettre, je ne sais pas, un genre de champignon qui pourrait nous produire peut-être des enzymes. Ces enzymes-là, ben, on a tendance des fois à les utiliser pour faire notre lessive. On pourrait faire peut-être notre lessive avec le petit jus qui pourrait sortir de là. OK. Puis des choses aussi, on pourrait aussi avoir, parce que là, on parle d'un réservoir, ça pourrait être aussi séparé. Donc, l'urine séparée, puis les solides séparés.
Puis là, les solides, mettons, on pourrait penser donc de les valoriser de les procéder, comme on avait dit avant, puis l'urine, mettons, d'avoir l'extraction des nutriments, mais sans dilution, parce que si on le mélange avec les autres eaux usées qu'on a, donc la majorité, en fait, des nutriments qu'on retrouve dans les usines de traitement des eaux usées, ça vient de l'urine. Donc, si on ne les dilue pas avec les autres eaux usées, mais on les traite séparément, en fait, ça peut être quand même intéressant. Donc, il y a un intérêt à les séparer parce que ce qui nous intéresse potentiellement dans l'urine et ce qui nous intéresse potentiellement dans les matières fécales, c'est pas la même chose? Bien, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend dans quelle région on est, ça dépend des marchés, des produits, là, mais tu sais, je vous donne un exemple d'un potentiel autre type. L'urine a l'avantage de ne pas avoir de pathogènes aussi, donc c'est plus facile à traiter aussi, puis plus facile à extraire si on pense à un traitement qui n'est pas nécessairement d'éliminer les pathogènes. Puis si on traite l'urine, en fait, on peut même penser, en tout cas là, je réfléchis un peu, on peut même penser à réutiliser l'eau par la suite pour le flush. En tout cas. Mais au niveau de la toilette du futur, quand on parle aussi de certaines innovations, le compost, comme Céline a parlé, il y a des toilettes qui ont été mises de l'avant par la Fondation Bill Gates qui, eux, leur but, c'était vraiment d'avoir un système de traitement en soi à la maison. Puis il y a certains modèles de toilettes qui sont maintenant à la phase 3, c'est-à-dire qui sont mis en place dans des pays en voie de développement. Donc, il y a le modèle qui est à l'exposition au musée de la civilisation en ce moment, qui va transformer la matière fécale et l'urine en même temps. Donc, l'urine va passer dans un système de traitement qui va être à même la toilette, qui va être filtrée. Donc, cette eau-là peut être utilisée pour l'irrigation, par exemple. Puis la matière fécale va être chauffée. Puis la chaleur... À même la toilette. À même la toilette. Puis la chaleur va être utilisée pour produire un peu d'électricité, juste assez pour charger des téléphones, par exemple. Donc, ça existe, là, où on l'imagine? Bien, il y a beaucoup d'essais-erreurs, mais elle existe. Puis elle est mise en place dans 2 pays, Sénégal et l'Afrique du Sud en ce moment. Et donc, elle est à l'échelle, elle est à tester en ce moment. Puis on peut la voir au musée. OK. Puis, à la lumière de vos connaissances, là, si on se permettait d'imaginer la toilette du très lointain futur, là, puis ça même, je veux dire, il faut qu'il y ait des bases scientifiques plausibles, disons, là, mais on se permet d'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça ressemblerait à quoi? Moi, je dirais que je vais défaire la toilette, mais plutôt un système d'assainissement parce que, bon, la toilette, pour moi, c'est juste une partie de la chaîne de l'assainissement. Il faut aussi amener le transport, le traitement, puis la réutilisation. Disons le système idéal, alors, pour moi, un système idéal, il n'y en aura pas. Il va y avoir plusieurs systèmes idéaux, il va y avoir plusieurs innovations qui vont être adaptées à chaque contexte. C'est-à-dire que dans un pays, ça va être, on a besoin d'électricité, donc on va essayer de revaloriser l'électricité. On va faire de l'électricité avec la matière fécale qu'on va pouvoir redistribuer. Dans un autre pays, ça va être de l'engrais, par exemple. Il va y avoir différentes technologies, il va y avoir différentes options pour les utilisateurs aussi. Ça ne sera pas seulement la toilette à flush, mais il va y avoir le choix de plusieurs toilettes. Plusieurs compagnies vont se mettre à vouloir se lancer dans la revalorisation de différents produits. Donc, pour moi, c'est ça le futur. Ça va être bien intégré dans une ville. Il va y avoir beaucoup d'options. Puis, il n'y aura pas juste une option, justement. On n'appellera plus ça une toilette. Non. Ça va être un récupérateur d'eau, un générateur de biomasse. On va donner complètement un autre machine à café. Mais dépendant des ressources qui sont déjà disponibles localement. Là. On avait commencé au début avec des ressources, mais là, ça dépend des ressources que la région, ils ont. Là. Donc, revaloriser nos besoins en fonction des besoins. En fonction des besoins. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Tout à fait. C'est un beau slogan. C'est ça. Les produits qu'on peut faire, on essaie des fois d'imaginer si on peut les utiliser localement. S'il y a des entreprises qui peuvent les utiliser, c'est un peu ça, l'économie circulaire aussi. Fait qu'essayer de penser localement le plus possible. Oui. Et on ne peut pas ne pas terminer cette discussion-là. Vous travaillez quand même avec un sujet assez, disons, atypique, qui pour certains va susciter le dégoût, pour d'autres, la simple curiosité. Est-ce que vous avez des anecdotes de terrain à partager avec nous? Moi, je peux dire que, donc, là encore, il y a quelques semaines, là, quand on entre dans le lab, puis les étudiants, ils laissent, par exemple, les digestats dans des béchères fermées ou dans des réservoirs fermés, là. Donc, si on entre le lendemain matin, ben là, les couvercles, ils sont 10 mètres plus loin.
parce que c'est des matières Ça vivantes, là, ça dégage. produit des gaz, Ok. puis voilà, pouf, ça peut être 10 mètres Explosion. plus loin. Comme les étudiants demandent qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui a ouvert, mais non, c'est les micro-organismes qui font leur travail, donc ça veut C'est là dire qu'on que voit qu'il y a un c'est vivant, ça potentiel marche, il y a un énergétique potentiel. là-dedans. Mais le fameux digestat, on l'a évoqué à quelques reprises. Ça ressemble à quoi du digestat? Est-ce que ça ressemble à ce qui se trouve dans nos toilettes? Ouais, ou c'est ça quand a même déjà... une soupe brun Ok. encore. Ouais, ça ressemble en fait, mais c'est vivant. liquide. Il y a Ouais, c'est ça. ouais, c'est liquide puis c'est Ok. vivante. C'est plus les Ça mêmes sent mieux micro-organismes. aussi. quand Ça même. sent mieux, ouais. Ok, ça déjà. sent mieux. Ah, Ouais. oui. Puis Moi, c'est je trouve plus ça sent bon. nutritif. Ouais. Donc, en fait, on a dans le réacteur de digestion, on minéralise les nutriments. Donc, ils deviennent plus biodisponibles, qu'on appelle. Donc, c'est plus intéressant d'aller faire des produits, en fait, après, là. Donc, des couvercles qui volent un peu partout. Ouais, je pense que pour chaque chercheur, c'est une Oh, oui, anecdote qu'on connaît, là. Ouais, ceux qui font de la recherche avec les matières fécales, les bouts d'épuration, ont été aspergés au moins une fois, Ça explose. entièrement presque, de Dans une ces matières. explosion. Ouais. Au début, tu Ok. sais pas trop c'est quoi qui t'a aspergé, mais quand tu t'aperçois que c'était des bouts d'épuration municipales primaires, tu dis « Ah non! » Fait que- mais moi, j'ai eu la chance de faire ma maîtrise, mon doctorat avec des bouts d'épuration municipales. Je les fermentais, OK? Je mettais un micro-organisme industriel dedans, puis je faisais des biopesticides. C'était le fun, là, OK? Contre la tordeuse des bourgeons d'épinette. Puis après chaque expérience, il fallait que je nettoie mes bioréacteurs. Il y avait un ajustateur, là, j'avais toujours du papier de toilette autour. Ah, J'enlevais carrément le papier de toilette avec mes mains, c'était dégueulasse. qui se retrouvait jusque dans votre labo. Oui. Ben, je prenais des bouts d'épuration primaires. Il y a Ok, des bouts d'épuration secondaires qui subissent un autre traitement, fait que tu n'as plus le papier de Parce qu'on toilette. Là. imagine que le Mais dans papier le bout de toilette... d'épuration primaire, ben, il y avait du papier de toilette. Fait qu'il fallait que je nettoie avec Ouais. persévérance mes bioréacteurs. OK. Moi, je pourrais dire comme anecdote, c'est que quand je faisais mon doctorat, on est très occupés, on n'avait pas le temps, donc je commençais à fréquenter mon copain actuel. Puis c'est ça, on voulait se trouver un moment pour faire une sortie. Puis là, j'ai dit, j'ai pas le temps, moi, il faut que j'aille échantillonner. Fait qu'il dit, je vais y aller avec toi. Fait que, une des premières rendez-vous amoureux qu'on a eu, c'est à échantillonner une toilette à la CEPAC. Fait que lui, il tenait mon bucket, puis là, on versait ça. J'avais comme un système très précaire où j'avais comme un manche à balai avec un pot de Coaticook, là, que je rentrais ça là-dedans, puis je le ressortais dans l'auto de mes parents. Ah. Mais c'était tout... Mais c'est ça, fait qu'il y a eu le bain de la vidange des toilettes. Premier rendez-vous amoureux, on est encore ensemble, donc... C'est rendu sexy, là. La Oh, merde, oui. c'est rendu sexy. Ouais, moi aussi, j'ai échantillonné beaucoup de bouts d'épuration avec ma conjointe. J'ai fait le Faut tour être des fait stations fort, d'épuration hein. au Québec. Ah, je pensais jamais qu'on... Je savais qu'on arriverait à changer le regard qu'on porte sur les matières fécales, mais y trouver une dimension presque romantique. Je m'attendais pas à ce qu'on aille jusque-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout votre savoir avec nous. On vous souhaite encore plusieurs anecdotes ou pas. Je sais pas si... Non, c'est le fun. C'est le Dans fun, le on genre. s'amuse. En tout cas, merci de nous avoir donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la toilette du futur et surtout ce qui se trouve dedans. Merci. Merci beaucoup. Merci! Un grand merci à Céline Vanicote, Catherine Bourgault et Simon Barnabé pour avoir apporté un nouvel éclairage sur un sujet souvent tabou. Je vous rappelle que la série Décoder le monde est co-organisée par le Musée de la civilisation et les Fonds de recherche du Québec. Je vous invite aussi à aller découvrir les autres activités de la série sur le site mcq.org. Je m'appelle Marie-Pierre Élie et je vous dis à très bientôt.